La morale dans l'hégéliano-marxisme. Introduction. Le bien, c'est la fin de l'histoire. Si l'on prend Hegel au sérieux, sa méthode n'est pas une autre épistémologie, mais la résolution de la problématique épistémologique. De même, ce qu'on pourrait appeler la morale hegéliano-marxiste n'est pas une morale, mais le dépassement de la question insoluble de la morale. La question de la morale ne se pose que dans un cadre où les individus sont en concurrence, pour le pouvoir, mais aussi et d'abord pour la survie, et dès lors il est déjà trop tard. La morale sera toujours la morale de Pierre contre celle de Paul. Et ils auront tous les deux raison, et tous les deux tort. La morale suppose la question du bien. Le bien, tel qu'il n'est pas encore accompli à l'échelle historique et collective, se réduit à sa sphère subjective, la morale. Et au contraire, une fois le bien accompli historiquement, c'est-à-dire une fois l'humanité vivant sans raison de se faire la guerre, pour l'argent, le pouvoir, les privilèges, la question de la morale disparaît parce qu'elle ne se pose plus. Une telle victoire définitive du bien sur le mal, et même une définition absolue du bien et du mal, peuvent paraître ridicules, dignes d'un dessin animé caricatural, mais la question doit être prise au sérieux. Il ne faut surtout pas partir de l'idée que toutes ces choses sont relatives, sinon on ne pourra plus rien dire du tout après ça. Il s'agit au contraire de démêler cette problématique, de la sortir de ce flou qui rend stérile toute réflexion. Le bien et le mal, donc, ne sont pas que des questions subjectives, mais aussi objectives, c'est-à-dire qu'elles existent avant tout dans le champ de la société, de l'histoire. Le bien se réalise en tant qu'il est une société juste, et pas un acte individuel quelconque qui sera, dans une société injuste, jugé bon par les uns et mauvais par les autres, en fonction de leur positionnement et intérêt respectifs du moment. Le bien se réalise historiquement. Et pour prévenir le procès en utopie, précisons avant de commencer qu'il ne s'agit pas de créer un monde parfait, mais d'opérer un changement de paradigme en basant les rapports humains sur la coopération plutôt que sur la compétition. Un renversement extrêmement ambitieux, mais sans lequel la morale restera à jamais un vœu pieux ou pire encore une simple hypocrisie. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Socrate demandait: vaut-il mieux commettre l'injustice ou la subir? Quelle belle question de philosophie morale! À ceci près que, à la réflexion, c'est une question qui exclut la morale de la formulation même de la question. Si je commets l'injustice, l'autre sera la victime. Si c'est l'autre qui commet l'injustice, j'aurai les mains propres. Et c'est là où Socrate veut nous emmener. Il serait plus moral de subir l'injustice. Mais si je subis l'injustice, je serai victime. En fait, c'est le même acte qui se joue dans les deux cas, sauf qu'ici, je suis du bon côté du fusil, celui de la gâchette, et là, je suis du mauvais côté, celui du canon. Au fond, du point de vue de l'idée du bien, qui n'est pas un rapport entre moi et moi, mais un rapport entre moi et l'autre, les deux cas sont totalement semblables. Socrate nous invitait, comme plus tard le christianisme, à préférer le rôle de la victime plutôt que celui du bourreau. Et voilà comment se présente, ici et partout, la morale. Comme un pis-aller, un faute de mieux. La morale n'empêche jamais le mal, elle juge le mal, elle commente le mal, elle se positionne en dessus ou en dessous de lui, elle se positionne comme bourreau ou victime. Socrate n'aurait-il pas pu formuler la question de la morale comme ceci: vaut-il mieux commettre l'injustice, ou la subir, ou l'abolir? La réponse serait alors évidente: il faut abolir l'injustice. Pourquoi Socrate n'y a-t-il pas pensé? Et pourquoi sommes-nous si prompts à réfléchir
sur ce type de questions sophistiques qui nous forcent à choisir entre deux mauvaises réponses. Un indice, on n'a jamais le choix qu'entre la peste et le choléra. Entre la peste et la santé, on choisit toujours la santé, ça n'est donc pas un choix. La vraie liberté n'est pas de pouvoir choisir, mais de ne pas avoir à choisir entre plusieurs mauvaises options. La seule liberté, c'est d'aller vers le bien. D'ailleurs, Socrate le disait justement. Mais il ne pensait qu'à une démarche individuelle et pas à un changement de paradigme historique encore inenvisageable à son époque. Il ne pouvait imaginer un monde sans injustice. Nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes conditionnés à rejeter a priori ces chimères utopiques au nom du sérieux, au nom du réel. Il s'agit de ne pas passer pour un bisounours. Bien sûr que notre monde est violent, mais est-ce indépassable? Et si la réponse est oui, alors pourquoi encore discuter, débattre ou agir? Le meilleur moyen de rendre un problème insoluble, c'est de le décréter tel. Et c'est ce que font, principalement, ceux qui ont intérêt au statu quo. C'est justement la société de classe, ou plutôt la classe dominante, qui veut réduire la question du bien à sa sphère subjective pour empêcher sa réalisation à l'échelle collective. De sorte que, plutôt que d'abolir la concurrence, on va préconiser aux individus de ne pas être racistes, de ne pas être haineux, bref, de ne pas être méchants. C'est bel et bien la société de classe qui promeut une définition caricaturale de la morale, et non pas la philosophie historiciste de Hegel et Marx. De la même façon que Hegel nous prévenait que la pensée partant du doute ne menait qu'au scepticisme, et que seule la pensée partant de la certitude menait à la vérité, nous devons nous méfier du présupposé qui affirme que le monde est mauvais, comme le faisait Hobbes, en postulant que l'homme est un loup pour l'homme. Pas difficile d'imaginer les conclusions politiques qu'il tirait d'une telle prémisse. Les utilitaristes nous disent que l'homme est égoïste par nature, que derrière même les actes les plus altruistes se cache un intérêt masqué. C'est vrai que quiconque regarde autour de lui, et même en lui-même pour les plus courageux, verra avec déception que l'intérêt et le calcul égoïste se nichent partout. Du coup, de Socrate jusqu'à Kant, il est tout à fait naturel de voir les philosophes bien embêtés quand ils se proposent la lourde tâche de penser une théorie morale. Toutes ces philosophies morales sont contradictoires entre elles quand elles ne sont pas contradictoires chacune avec elles-mêmes. On pourra, comme Voltaire, face à ce chaos de propositions contradictoires, envisager la tolérance pour empêcher les guerres de religion, de morale, etc. La tolérance comme faute de mieux. Mais la tolérance, dans un monde injuste, n'est pas le rempart contre l'injustice. Elle se révèle plutôt être l'interdiction de critiquer quoi que ce soit, et donc aussi de critiquer ce qui pourrait être cause d'injustice. D'ailleurs, il n'y a pas d'injustice dans l'absolu. Seul celui qui est en position de faiblesse parle de justice et de morale. Celui qui est en position de force ne parle que de mérite et d'ordre naturel, de saine hiérarchie. Kant proposera une morale de l'intention très fragile qui présuppose le triple postulat exorbitant de la liberté de l'homme, de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme. Et il finira par reconnaître que sa morale est si exigeante qu'au regard de tels critères, il est probable qu'aucun acte moral n'ait jamais eu lieu. Pourquoi cela? Parce qu'il prône une impossible morale du désintéressement dans un monde où chacun est forcé de suivre son intérêt pour ne pas se faire manger par le voisin. Ce qui manque à toutes ces philosophies, ce qu'elles ne pouvaient pas voir pour des raisons d'époque, c'est précisément l'historicité du monde. Le point commun de toutes ces philosophies est qu'elles existent toutes dans la société de classe telle qu'elle se croit forcément éternelle. Le monde de l'exploitation de l'homme par l'homme, comme disait Marx. Antiquité, féodalité, bourgeoisie capitaliste.
Dans toutes ces époques, on retrouve, de façon diverses et variées, avec plus ou moins de violence, une opposition entre les intérêts des uns et les intérêts des autres. Par exemple, dans le capitalisme, la lutte entre bourgeois et prolétaires, qui luttent les uns pour et les autres contre l'exploitation, lutte entre bourgeois et bourgeois qui se battent chacun pour optimiser son profit au détriment de l'autre, lutte entre prolétaires et prolétaires, obligés de se concurrencer pour l'obtention d'un emploi nécessaire à leur survie. Instinct de survie, prolongé par le goût de la sécurité, suivi par le désir du confort, puis la passion de la jouissance, et enfin la folie du pouvoir. Car il faut bien du pouvoir pour empêcher les autres de prendre ce qu'on a. Et d'ailleurs, il ne faut pas du pouvoir, mais le pouvoir, le maximum de pouvoir, face aux autres qui devront en être au maximum dépourvus. De la compétition pour la promotion en open space jusqu'au rapport de force géopolitique, toujours la même logique. Il faut tuer ou être tué, ne serait-ce que symboliquement. Et ce, sous la bannière désormais obligatoire du vivre ensemble, ce pseudo-concept qui n'a besoin d'être martelé en permanence que pour compenser la criante absence dans la réalité de ce qu'il prétend désigner. Il n'y a pas ceux qui exercent le pouvoir et d'autres qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Non. Il y a ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent. Et le farfelu qui, habité par quelques scrupules, refuse le jeu de la compétition, celui qui hésite à user de calculs, de stratagèmes, voire de mensonges envers son prochain, celui-là n'est pas dispensé de compétition, il est déclaré forfait, et se retrouve tout en bas de l'échelle sociale, seul et pauvre. Jusque sur sa tombe, peut-être, n'inscrira-t-on pas il était trop pur, trop désintéressé pour ce monde, mais bien plutôt, il était pauvre par sa faute, il était paresseux, refusé de faire des efforts. Car l'épitaphe, comme l'histoire, est écrite par les vainqueurs. Il n'est pas question de dire que les perdants, puisqu'il faut bien les appeler ainsi, sont des anges de vertu. Nous y reviendrons en parlant de Nietzsche. Le marquis de Sade nous a prévenus. Dans un monde où la gentillesse est punie, où la méchanceté est récompensée, il faut être méchant. Les malheurs de la vertu et les prospérités du vice, disait-il. Pauvre Justine. Et regardez les héros des romans initiatiques, les Rastignac, les Barry Lyndon, tous de jeunes gens épris de poésie, de tendresse, de justice, qui, voyant que le bien ne paie pas, finissent par progressivement aiguiser leur capacité à l'intrigue, au calcul, à la manipulation, et s'enrichissent alors très vite. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être honnête seul. L'homme honnête face au malhonnête n'est plus honnête. Il est victime, il est volé et méprisé comme naïf. Comment reprocher alors à cet homme de finir par prononcer ces mots ? Trop bon, trop con, ou encore si les autres le font, je vois pas pourquoi je me gênerais. Nous passons tous par là. À partir d'un certain seuil, vouloir être moral devient de la faiblesse, de la naïveté, du sacrifice. On n'est pas seulement volé, on est méprisé. La morale envisagée dans la société de classe confine au martyr. La littérature, en écho à la vie, regorge de ces histoires d'individus renonçant à l'honnêteté car elle est presque intenable pour qui n'a pas le goût du martyr. D'ailleurs, pour quelle raison l'aurait-on, le goût du martyr ? Accepter totalement de subir l'injustice, sans se fâcher, sans la commettre à son tour, serait peut-être un signe de faiblesse, voire de masochisme, plus que de vertu. Quoi qu'il en soit, ce sera interprété comme tel par le vainqueur qui écrira l'histoire à son avantage. Voilà la problématique morale. Comment être honnête face à malhonnête, non violent face à violent, généreux face à égoïste.
Même si on n'est pas exploiteur, on participe activement à l'exploitation en y prêtant le flanc. Celui qui choisit de subir l'injustice participe tout autant à l'injustice que celui qui préfère la commettre. L'exploité qui végète dans ce qu'on appelle la servitude volontaire n'a pas de leçon de morale à donner à l'exploiteur. Dans la société de classe, nous sommes tous coupables, et donc personne ne l'est en particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas, de manière claire et définitive, des méchants et des gentils. Nous sommes tous en proie aux tentations, aux scrupules, à l'égoïsme, au remords, et ce, à des moments et des degrés différents. Comme on dit, on est tous le connard de quelqu'un. Autre phrase caractéristique de notre monde, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Autant de phrases qui devraient nous choquer, mais qui ne nous choquent même plus. Même plus, non, en fait, elles ne nous ont jamais choqués, et c'est bien ça le problème. Car nous ne sommes pas seulement, depuis notre naissance, dans ce paradigme de la concurrence, mais depuis des siècles. Toute notre culture et celle de nos ancêtres est prise dans cette logique de compétition qui n'a été remise en question que rarement et de manière peu relayée par la classe dominante, et pour cause. Quand on est dans une prison tellement grande que le premier mur est à des milliers de kilomètres, on est persuadé d'être libre. Nous prenons, comme tous les philosophes de Socrate jusqu'à Kant, le paradigme actuel pour le tout du temps et de la nature. Nous éternisons la concurrence en la proclamant naturelle, alors qu'avec ce postulat, toute tentative de trouver une théorie morale est alors vaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que la question s'est posée dès le départ, et pour ça qu'elle continuera à rester sans réponse. Dès lors, la religion a bien raison et besoin de postuler un au-delà meilleur pour faire accepter aux hommes cette réalité ici-bas. Nous ne pouvons vivre sans le bien, alors qu'il est impossible. Le paradigme de la concurrence. L'erreur de toutes les philosophies morales est donc d'avoir voulu trouver une théorie, un code de conduite qui nous aurait encouragés à nous comporter mieux, mais qui est hélas voué à l'échec à cause de ceci. Ces théories ne prennent pas en compte le mode de production, les ressorts sociaux qui sont omniprésents, mais qui agissent dans notre dos si on ne cherche pas à les identifier. Ces théories morales prennent le paradigme historique de la compétition pour le tout de l'histoire des hommes. Et les utilitaristes font la même chose. Les utilitaristes ont raison de voir de l'égoïsme partout, à ceci près qu'ils érigent en règle éternelle une règle qui est celle de la société de classe. Et les moralistes ont raison de vouloir théoriser une morale pour nous sortir de ce cauchemar, à ceci près qu'ils ne la trouveront jamais dans la société de classe. Le capitalisme, ou même la société de classe au sens large, est ce jeu à somme nulle où je ne peux jouir de quelque chose que si quelqu'un d'autre en est privé. C'est un principe de vase communicant, dans lequel le succès de mon entreprise dépend de la faillite de celle du voisin. C'est un jeu de chaises musicales dans lequel il n'y a jamais de situation où tout le monde est assis. Et si par hasard il y a ici ou là assez de chaises pour tout le monde, on en cassera quelques-unes pour être sûr qu'il y ait concurrence et affrontement. Car la concurrence est un des outils qui permettent l'exploitation. À compétence égale, on choisira d'embaucher le travailleur qui acceptera, parce que pris à la gorge, de travailler pour moins cher que l'autre. Il n'y a pas de riche sans pauvre, de maître sans esclave. Quand Emmanuel Macron appelle de ses vœux une France dans laquelle les jeunes auront envie d'être milliardaires, il ne dit pas que pour qu'un jeune ou un vieux devienne milliardaire, il faudra que 10 000 familles tombent dans la précarité. Tout comme le slogan du loto qui dit 100% des gagnants ont tenté leur chance, est une vérité qui cache cette autre vérité.
99,999% de ceux qui ont tenté leur chance se sont fait avoir. La question n'est pas de savoir qui va gagner la compétition. Nous ne gagnerons pas tous. Jamais. Il s'agit de dépasser la logique même de la compétition, du pouvoir, ou alors d'accepter de vivre dans la spirale de la violence jusqu'à l'extinction finale. Il ne s'agit pas de savoir qui va dominer, mais de mettre un terme à tous les jeux de domination. Tout le monde peut réussir, nous dit-on dans les films hollywoodiens, dans les interviews de vedettes. Tout le monde peut réussir si il y croit, si il travaille dur. C'est faux. N'importe qui peut réussir, c'est vrai, avec force, ténacité, travail, chance, mais à condition que tous les autres perdent. Le succès social, qui n'est même pas garanti de bonheur, se construit sur l'échec social des autres. Le rôle social des vedettes, sportifs, acteurs, hommes d'affaires, est le pendant positif du chômage. Il faut, dans un pays comme la France, des millions de chômeurs pour que les dizaines de millions de travailleurs obéissent et se tiennent tranquilles, par peur d'être rejetés dans le chômage à leur tour. Et face à ce bâton, il y a la carotte. Si vous travaillez vraiment dur, vous arriverez peut-être à accomplir tous vos rêves, argent, gloire, succès. Les travailleurs sont pris en tenaille entre la peur et l'espoir. Et le vedettariat, comme le chômage, ne coûte rien au capital. Il rapporte encore plus. La compétition était inévitable dans des situations où il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Mais aujourd'hui, où notre problème est plutôt à l'échelle mondiale, la surproduction et la crise des débouchés, les apologistes de la compétition ont de plus en plus de mal à la justifier sans user de pirouettes sophistiques de plus en plus grotesques. Un homme qui ne veut pas commettre l'injustice va donc devoir la subir, se sacrifier. Un homme peut se sacrifier pour son enfant, mais il le fera beaucoup plus rarement pour un individu qu'il ne connaît pas et qui ne se sacrifierait pas pour lui. Voir le dilemme du prisonnier. Voilà donc ce qu'est la morale. On donne un pistolet à Pierre, un autre à Paul. On leur dit « Vous allez devoir vous battre, il faut tuer ou être tué, la nature est ainsi. Si vous refusez de vous battre, vous mourrez tous les deux de la main d'un troisième. » Puis on rajoute, puisqu'il faut sauver les apparences. Mais avant de faire feu, n'oubliez pas le vivre ensemble, la tolérance, les droits de l'homme, etc. Paul va défendre sa vie, celle de sa famille, en tirant sur ce salaud de Pierre qui veut l'assassiner. Et Pierre, de son côté, pensera bien évidemment qu'il est le gentil, qui ne fait que se défendre contre cette ordure de Paul. Tout ce qui reste à l'un et à l'autre, c'est cette petite dignité qui consiste à faire preuve de courage et de combativité, comme ces gladiateurs qui s'entretuaient pour l'amusement des Romains, et aller se convaincre qu'il y a de la noblesse dans ce combat. La seule consolation qu'on trouve dans cette situation misérable est cette fierté subjective qui objectivement s'appelle servitude volontaire. Répétons-le, voilà la morale, c'est la question du bien réduite à sa sphère subjective. On a la morale qui correspond à notre point de vue, et le point de vue qui correspond à notre intérêt. Dans un monde où les intérêts des uns sont opposés à ceux des autres, individu contre individu, entreprise contre entreprise, communauté contre communauté, État contre État, c'en est fini de la morale. Ou plutôt, la morale est bien là, elle est partout, à ceci près que chaque personne ou chaque groupe de personnes a sa morale opposée à celle des autres. Et personne n'a raison ni tort dans l'absolu, et c'est bien le drame de ce paradigme historique. Rien n'est vrai, et tout est vrai. Rien n'est bien, rien n'est mal, ou tout est les deux à la fois. Tout le bien et tout le mal peut être dit de n'importe quoi et par n'importe qui. Tout sera vrai ou faux, selon le point de vue, c'est-à-dire selon l'intérêt de chacun.
Hegel utilisait l'exemple d'Antigone pour montrer ce qu'est une société traversée par la contradiction. Antigone devait enterrer son frère, comme l'exigeait la loi des dieux et de la famille, mais en même temps, les lois de la cité lui interdisaient de l'enterrer, car il était un rebelle, et que les rebelles ne méritaient pas d'être enterrés. Ainsi, quoi que fasse Antigone, c'était mal, ou bien, suivant le point de vue. Pour obéir à une morale, elle devait se mettre en porte-à-faux avec une autre. Et c'est pour ça que ça s'appelle une tragédie. Et nous en sommes encore là aujourd'hui, dans une société traversée de contradictions, où l'on pourra toujours soupçonner les individus honnêtes de cacher des intentions égoïstes, et où les individus malhonnêtes pourront toujours être disculpés au motif que le monde est ainsi, ça n'est pas eux qui font les règles, et si ça n'est pas eux qui exploitent, alors d'autres le feront, etc., etc. Encore une fois, on n'est pas honnête seul. On ne peut être honnête que quand tout le monde l'est. Mais tant que la couverture est appropriable, chacun sera obligé de tirer de toutes ses forces sur la couverture pour ne pas se retrouver à poil. C'est pourquoi la sortie de la problématique suppose pour Marx la fin de l'argent et de la propriété privée des moyens de production, qui sont la base matérielle de l'appropriabilité de la couverture. L'histoire au sens strict est l'histoire de l'exploitation de l'homme par l'homme. L'histoire au sens large inclut la préhistoire que Marx et Engels imaginent à tort ou à raison comme dépourvue d'exploitation, simplement parce qu'il n'y a là pas d'outils qui la permettent, ni d'industrie qui puisse la rentabiliser, ni tellement de privilèges associés qui la rendent désirable. Et cette histoire au sens large inclut aussi une éventuelle post-histoire, non pas à comprendre bien sûr comme un monde où le mouvement de la vie s'arrête, ni même comme un paradis sur terre, mais un monde où la fin de l'exploitation met également un terme à la guerre, à la révolte et à la question même de la morale et de cette fausse opposition binaire entre égoïsme et altruisme. La synthèse bien comprise, dialectique, de l'égoïsme et de l'altruisme est la même que l'on entre dans le concept par ce terme-ci ou celui-là. Mon égoïsme bien compris passe par l'intérêt de l'autre, car si j'ai tout alors que lui n'a rien, il me tuera dans mon sommeil. Et l'altruisme bien compris n'est pas la sortie de mon égoïsme, mais l'élargissement de celui-ci jusqu'à inclure l'autre. L'élargissement de l'amour de soi jusqu'à inclure l'autre. Il n'y a que dans les expressions comme celle de Socrate « vaut-il mieux commettre ou subir l'injustice ?» qu'on se retrouve obligé de se sacrifier, altruisme, ou de sacrifier l'autre, égoïsme. La seule solution est de sortir de la mise en opposition des intérêts. Si l'intérêt de Paul et de Pierre coïncide, alors les deux pourront être égoïstes autant qu'ils veulent, il n'y aura plus aucun conflit dans lequel chacun se croit le gentil qui doit dominer ou tuer le méchant. Quand les intérêts coïncident, l'égoïsme et l'altruisme sont la même chose. C'est ce qui se passe au sein d'une communauté. On s'entraide, car dans une communauté, aider l'autre, c'est s'aider soi-même aussi. Entre deux communautés opposées, par contre, on se retrouve dans la problématique insoluble de la concurrence, qui fera émerger la question insoluble de la morale. Entre ces deux communautés, il y aura donc deux morales opposées. On demandera, mais le mal existe quand même. Oui, le mal existe, mais le mal, c'est simplement le point de vue de l'autre, et nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Voilà pourquoi seule la communauté humaine, la communauté des communautés, c'est-à-dire l'universalisme, restera à jamais la seule issue, quoi qu'on en pense. Bien entendu, il ne s'agit pas de l'universalisme des droits de l'homme tel qu'il est promu par le capitalisme, mais au contraire de l'universalisme réel de l'humain émancipé dans la société
sans classe. Une telle réalisation n'est pas le fait de Pierre seul ou de Paul seul. Il faut être deux pour faire la paix. Il faut être tous. La morale, pour ne pas être éternellement la posture morale subjective où chacun présente l'autre comme le méchant, doit donc être comprise comme une construction historique et politique. La vraie morale, si on veut garder ce terme, ne relève pas d'une volonté individuelle d'opter pour tel ou tel comportement, mais d'un acte collectif d'émancipation vis-à-vis de la logique même de la concurrence. Tant que nous serons dans un monde de concurrence, basé sur la concurrence, la morale ne sera qu'une velléité hypocrite. Et dès lors que nous remplacerons la compétition, la concurrence, par la coopération, la question de la morale disparaîtra. Pour le dire encore autrement, la morale ne consiste pas à distribuer des peines de prison proportionnées au crime, ce qui ne répare jamais le mal subi, mais à poser historiquement un contexte social dans lequel le crime sera impossible, impensable ou au moins rarissime. Ce n'est pas tant que le monde sera devenu bien, mais le bien rejoindra le bien, sera récompensé par le bien, de sorte que tout le monde pourra choisir le bien, sans être lésé pour ne pas dire puni. Il faut vraiment insister sur ce point. Comment se fait-il que le bien, objet le plus désirable par définition, puisse avoir cette tendance à apporter la souffrance, et le mal, par définition méprisable, puisse apporter autant de succès? La théologie aura ses réponses, impliquant Satan, mais on n'est pas obligé d'aller si loin. Poser de manière rationnelle cette question de l'ambivalence, de la contradiction, suffit pour arriver aux bonnes conclusions. L'émancipation humaine voulue par Marx n'est pas si étrangère cependant à un salut absolu tel que celui promis par la religion dans l'au-delà. Mais le salut, selon lui, ne doit pas se trouver dans l'au-delà, mais dans le lendemain. Il est une construction historique, la mission historique de l'homme en tant qu'être collectif. Bien sûr, cet espoir d'un monde débarrassé de la concurrence est pour l'instant un doux rêve, une utopie. Mais il faut prendre cette logique au sérieux. Si l'on accepte la concurrence comme naturelle et indépassable, alors il faut abandonner toute prétention morale. Certains l'ont fait depuis longtemps, sans attendre notre permission. En fait, non, ceux-là ont abandonné l'idée du bien en elle-même, mais pour agir selon le mal, il faut toujours se réclamer du bien, d'une interprétation biaisée du bien qui fera illusion. C'est l'hommage du vice à la vertu. Le bien n'est donc pas fait d'une autre matière que le mal, il est le mal dépassé historiquement. Aussi vrai que le mal n'est pas fait d'une autre matière que le bien, il est le bien retourné, perverti, manipulé. Tout comme Sade avait besoin de Dieu pour lui cracher au visage, le cynique qui nie l'existence du bien est pourtant sans cesse obligé de s'en réclamer pour accomplir ses mauvais coups. Dans la société de classe, le bien est utilisé par le mal. Le bien est l'opportunité du mal. Par exemple, la trahison n'est possible que grâce à la confiance. Il faut qu'une confiance soit offerte pour qu'elle soit trahie. Il faut qu'un homme soit travailleur pour être exploité, etc. Quoi qu'il en soit, si l'on accepte donc la concurrence comme naturelle et indépassable, nous devons aussi accepter d'être condamnés à vivre dans une jungle où tout n'est que combat, physique, social ou symbolique. Et quand la violence frappe à notre porte et nous écrase, il faut accepter en souriant, sans pleurnicher sur la morale. C'est là ce qu'affirme volontiers l'homme fort, l'homme riche, habitué à dominer, jusqu'au jour où il tombe sur plus fort que lui.
Observez bien le changement d'expression sur son visage à cet instant précis. Sur l'hypocrisie de la morale, pertinence et limite de l'illustration nietzschéenne. Nietzsche a été un grand critique de la morale, qui est la cible principale de toute son œuvre. Cependant, comme il le savait lui-même, critiquer une morale se fait toujours au nom d'une autre morale supposée meilleure. On peut et on doit critiquer la morale, mais on ne peut pas l'exclure, la rejeter entièrement. Juger la morale, c'est encore un jugement moral, mais plutôt il faut comprendre les raisons de son existence, ainsi que ses limites. Hegel a dit des choses similaires à cette critique nietzschéenne, en moins imagé, en moins lisible, mais en plus complet. Pour Nietzsche, il y a deux morales, et qui n'en sont pas vraiment. La morale des forts, la morale des faibles, ou la morale des maîtres et la morale des esclaves. La morale des forts consiste à justifier la loi du plus fort, ce qui n'est certes pas exactement ce qu'on entend habituellement par morale. Nous qui sommes habitués aux morales socratiques, chrétiennes, kantiennes, républicaines, qui sont peu ou prou des variantes de ce que Nietzsche appelle la moraline, soit la morale des faibles, qui consiste à se victimiser. C'est-à-dire que face au fort qui le domine, le faible ne va pas dire j'ai été faible face à fort, mais j'ai été gentil face à méchant, honnête face à malhonnête. C'est pour ça que je n'ai pas gagné. C'est extrêmement vrai que, face à un échec, nous avons tous une propension à réécrire l'histoire sur un plan moral, alors que, quand on gagne, on accepte volontiers le monde de la concurrence. Nietzsche est très performant pour critiquer cette attitude du faible dont la victimisation est, selon lui, et c'est tout à fait correct, une volonté de puissance qui ne s'assume pas. Cependant, s'il y a des gens plutôt forts, d'autres plutôt faibles, nous sommes tous, tour à tour, en position de force et de faiblesse, à différents moments, dans différents registres. Nous parlons tous de liberté et de mérite pour glorifier et maximiser nos succès, et nous invoquons tous le déterminisme et la morale pour justifier et minimiser nos échecs. Nous portons tous en nous-mêmes ces deux points de vue contradictoires. Chez Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave n'est pas à comprendre seulement comme deux consciences qui se rencontrent et s'affrontent, mais aussi et surtout comme une seule et même conscience qui rencontre en elle-même la contradiction. Ce en quoi Hegel est plus sérieux que Nietzsche. Ce dernier déteste tellement la morale démocratico-pleurnicharde du communautarisme victimaire, si seulement il nous voyait aujourd'hui, qu'il préfère encore la bonne vieille morale du fort, sauf que ce n'est pas une morale. C'est juste l'autre côté de l'opposition binaire, dont Nietzsche ne semble pas vouloir comprendre l'unité dialectique. Si la morale du faible est bien une volonté de puissance qui ne s'assume pas, la loi du plus fort est une victimisation qui s'ignore, car le fort n'est jamais toujours le plus fort, et il garde toujours ses plaintes à portée de main au cas où. Quand on lui montre le cadavre de ses victimes, il s'exclame: ce n'est pas moi qui fais les règles, c'est le monde qui est violent, c'est pas ma faute, mais celle de la société, de la nature, etc. D'ailleurs, Nietzsche se plaint que la loi du plus faible l'emporte dans le monde moderne, ce qui veut dire qu'elle est la plus forte. Utiliser la force de la pleurniche n'est pas très noble, mais la violence physique n'est guère plus reluisante, et elle doit nécessairement se justifier, se légitimer, se trouver des excuses. La loi du plus fort reproche à la morale d'être immorale. La morale des forts et la morale des faibles renvoient chacune à la contradiction interne de l'autre. Le propre de la dialectique
est au contraire de refuser de choisir une des deux options binaires sous prétexte qu'elle serait moins mauvaise. Quand une réponse à la question est impossible, c'est souvent que la question est mal formulée. Si Nietzsche a au moins le mérite d'assumer un positionnement peu populaire, sa vision de la morale se réduit à une illustration de celle de Hegel, une illustration partielle, puisque Hegel allait plus loin en renvoyant dos à dos les deux hypocrisies morales du fort et du faible, là où Nietzsche a clairement pris parti pour le fort. Conclusion. La morale n'est qu'une partie de ce que nous entendons habituellement par la morale. La morale est la question du bien réduite à sa sphère subjective. La vraie morale, une morale forcément universelle qui serait la même pour tous, qui mettrait tout le monde d'accord, est impossible dans ce paradigme historique basé sur la mise en opposition des intérêts. Et sortie de ce paradigme, la morale disparaît en tant que question, en tant qu'objet philosophique, en tant que problématique. Il n'y a pas une morale, il n'y a pas des morales, il n'y a que l'illusion de la morale comme corollaire de la concurrence. La morale est toujours pseudo-justification du fort et victimisation du faible, et de l'autre côté, l'éventualité certes très optimiste du dépassement de cette problématique. Même sans croire ce dépassement possible, il faut au moins comprendre que c'est en ces termes que se pose la question. On peut alors se demander, oui mais en attendant la fin de l'histoire, comment se comporter? Justement, comme pour Antigone, en attendant, quoi qu'on fasse, ce sera mal. Et bien en même temps, selon le point de vue. Ou, pour être moins péremptoire, on peut dire que tous les arguments plaidant pour telle ou telle vision morale sont susceptibles d'être examinés pour préférer cette morale à telle ou telle autre dans une logique de moindre mal. C'est ce que tente de faire le juge ou le législateur honnête, et même simplement l'homme honnête. Mais il ne faut jamais oublier que le cadre général dans lequel se posent toutes ces questions est celui de ce double paradigme, à savoir réaliser l'histoire ou chercher des solutions impossibles dans l'histoire inachevée. Cela ne veut pas dire que l'attitude à avoir dans le temps présent ne fait proprement aucune différence, mais qu'elle est soumise à la problématique de la multiplicité des points de vue, autant de points de vue que d'intérêts opposés, ainsi qu'à une impossibilité de prévoir les conséquences positives ou négatives de tel ou tel acte, puisque la vie sociale organisée ou plutôt désorganisée par l'anarchie de la compétition rend ces chaînes de conséquences totalement imprévisibles. Tel acte, motivé par les meilleures ou les pires intentions, fera un peu de bien ici et un peu de mal là-bas, ou l'inverse, et ces conséquences seront à leur tour des causes pour de nouvelles conséquences dans une ronde sans fin. Nous sommes obligés de peser minutieusement les conséquences de nos actes, alors même qu'elles sont infiniment complexes, émiettées, dispersées, et donc imprévisibles dans ce paradigme historique. Et la question, face au mal, du à qui la faute, reste éternellement un piège, une fausse question. Sortir du paradigme de la concurrence ne permet donc pas seulement de réaliser le bien, mais aussi, et ceci veut dire la même chose en d'autres termes, de redonner du sens au monde, de faire que l'action humaine, personnelle et collective, puisse être rationnelle et donc aussi efficace. Ce dépassement historique de la logique même de la concurrence, qu'on appellera communisme, semble très utopique. Mais il faut avoir l'honnêteté d'aller au bout des conséquences du refus de l'utopie. Si Marx a tort, cela ne donne pas raison à Proudhon, pour qui la concurrence est un moteur indispensable de l'action humaine, mais donne raison à Schopenhauer,
c'est-à-dire il n'y a rien à attendre de la vie, il n'y a pas de justice, tout n'est qu'un chaos informe et aveugle de violences arbitraires. Tout n'est qu'agressivité égoïste et géniardise hypocrite. Et tout ce qu'on peut faire, c'est déplacer les lignes de fracture, modifier les formes de la violence et du malheur. Albert Camus avait l'honnêteté de reconnaître que ce monde sans la fin de l'histoire, puisqu'il n'y croyait plus, est absurde, et que l'absurde, poussé au bout de sa logique, pose cette seule question. Doit-on se suicider ? Nous n'avons pas le choix entre utopie de la fin de l'histoire d'un côté et projet raisonnablement juste et moral de l'autre. Face à l'utopie de la fin de l'histoire, il y a l'arnaque de la violence légitime. On pourra préférer à une utopie jugée, à tort ou à raison, irréalisable, le monde imparfait de la société de classe, qui comporte de bons côtés. Mais la question se posera alors toujours. Bon pour qui ?